Je m'appelle Andy. Aujourd'hui, je vais vous conter mon expérience. Une expérience qui peut arriver à n'importe qui. Une expérience rare, mais pas inédite. Une expérience qui m'est arrivée durant ma jeunesse, qui m'a éveillée très tôt aux difficultés de la vie. C'est vrai, on ne sait pas comment on va réagir face à certaines situations dangereuses, tant qu'on ne les vit pas. Et parfois, notre propre comportement nous étonne nous-mêmes. Aujourd'hui, mon esprit est apaisé. Je suis donc prête à vous partager ma brève histoire. Avant de commencer, je tiens à présenter mon récit comme un hommage à ce monsieur qu'on appellera X, puisque je ne connais ni son nom ni son histoire, et à sa famille, qui resteront à jamais gravés dans mon esprit. Juin 2013, 13 heures. J'ai 18 ans. J'habite un appartement avec mes parents. Il est paisible, il est calme, relativement grand. J'habite au premier étage, rue de Wattignies, Paris 12e arrondissement. Comme d'habitude, je rentre. J'ai une faim de loup. Frostise, ma chatte, a une envie de liberté au grand air. Je m'approche donc de ma terrasse afin de lui offrir son terrain de jeu préféré, le jardin de la copropriété. À cette époque de l'année, elle s'y sent bien. Il y a de l'herbe douce, un rayon de soleil qui transperce les immeubles voisins, des arbres fournis sur lesquels elle fait ses griffes, et de l'espace pour chasser les oiseaux, même si ces offrandes ne sont pas toujours au goût de ma maman. Je m'approche et ouvre la fenêtre, sans même regarder ce qui se passe derrière les barreaux blancs qui l'accompagnent. Vous savez, comme les gestes quotidiens qui en deviennent mécaniques. Et c'est seulement parce que ma chatte s'engage dehors que je balaye du regard la terrasse. Juin 2013, 13h10. Rue de Wattignies, Paris 12e arrondissement. En levant les yeux, je découvre un homme, cheveux poivre et sel, allongé là, devant moi, sur cette herbe soyeuse. Par souci d'autodéfense, je ferme la fenêtre, tout de suite. S'il se réveille, je ne suis pas assez forte pour me défendre. Heureusement, je n'ai pas ouvert les barreaux blancs. Heureusement qu'ils sont là. Ils feront l'affaire. Comment a-t-il fait pour être ici? Est-ce un SDF? Il est sûrement venu ici pour se reposer. C'est vrai, ça donne envie cette herbe. Mes amis et moi en avons beaucoup profité, en tout cas plus d'une fois. Entre pique-nique et soirée bien arrosée, elle nous a bien servi. Et avec ce petit rayon de soleil, franchement, c'est pas mal. On y est bien. C'est calme, reposant, agréable. Non, Foustise, arrête! Arrête! Ma chatte, intriguée, se demande qui a osé s'introduire sur son terrain préféré. Elle s'approche de plus en plus. Faustise, rentre tout de suite. Elle s'en fiche. Sans un regard, elle s'approche encore. Juin 2013, plus ou moins 13h15. Toujours rue de Wattignies, Paris 12e. Trop curieuse, Frostise. Moi, en sécurité derrière mes barreaux blancs, je commence à étudier la situation. Je ne connais pas cet homme, j'en suis sûre. Je ne l'ai jamais vu. Mais bon, n'étant pas du genre à sympathiser avec mes voisins, je garde cette possibilité en tête. J'adore les séries américaines médicales comme Grey's Anatomy ou Urgence. Elles m'ont beaucoup appris sur le corps humain. Je sais que vous vous dites que je suis complètement tarée, mais, pour ma défense, c'est grâce à l'une d'entre elles que je sais comment se manifeste un arrêt cardiaque féminin. Et oui, on a un mal intense au bras gauche. Contrairement à ce qu'on croit, le cœur ne s'arrête pas immédiatement.
comme les hommes. Et à ce moment-là, quand je vois ce corps inerte devant moi, je pense à ça, à ces séries-là. Et je me rends compte que le corps, que cet homme, ne respire plus. Oui, quand je regarde Monsieur X, son dos n'a aucune réaction. Une intuition me traverse alors, comme un frisson intense, qui veut me murmurer cette phrase. Il ne respire plus, Andy. Il est mort. Mes yeux s'écarquillent et mon corps devient solide comme de la pierre. Ma conscience lève le voile de la peur et me laisse voir la vérité. Ça y est, j'y suis. Je suis dans cette étude, dans cette enquête, dans mon questionnement, sur la manière, sur le moment. Pourquoi a-t-il fait ça? Comment? Juin 2013, plus ou moins 13h30. Rue de Wattignies, 12e arrondissement. Comme un reporter sur le terrain, j'observe. J'observe de manière très objective, sans me demander un seul moment, mais qui est-il? Je ne veux pas être dans l'affect, je veux être dans l'enquête. Un seul indice qui me met sur la voie. Il a un bras bizarre. D'où je suis, je n'aperçois pas grand-chose, seulement un trou. Un trou, comme si un loup était venu juste goûter un morceau de son avant-bras. Cette morsure profonde laisse découvrir une partie de son os, un os cassé. Ça, c'est bizarre. C'est un clochard, c'est sûr, il s'est battu, voilà tout. Vous savez, la loi de la rue, c'est difficile. Chaque geste, comportement, envie est un combat psychologique et physique. Il a trouvé un endroit où se réfugier, voilà. Et puis, malheureusement, il est mort de ses blessures, c'est tout. N'étant pas à 100% sûre de mon analyse, je décide quand même d'appeler mon père. J'ai un peu peur. Allô, papa? Allô, dépêche-toi, je ne peux pas parler longtemps, j'entre en réunion. En fait, il y a un clochard qui dort sur la terrasse. Oui, je ne voulais pas dire qu'il y avait un mort, en tout cas pas tout de suite, parce que j'étais pas encore persuadée, et puis le dire à haute voix, c'est quelque chose. Je suis partagée entre le sentiment de m'avouer qu'il y a un mort chez moi et celui de pas vouloir paniquer mon père encore plus. Hein, quoi? N'importe quoi, arrête tes fabulations. Papa, crois-moi, je vais pas inventer ça. D'ailleurs, il est peut-être mort. Quoi? Mort? N'importe quoi. Bon, explique-moi. Il est où? C'est qui? T'es où par rapport à lui? Comment il est? Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as été vers lui? T'as appelé la police? C'est le 17. Bon, j'arrive. Ok, mais fais vite, hein. En plus, il y a Froufrou, il y a Froustis dehors avec lui, je sais pas quoi faire. Je raccroche et je suis pris de panique. Allô, maman, il y a un clochard qui dort sur l'herbe. Il est allongé, il ne bouge plus. Il y a du sang sur son bras. Je sais pas, j'en sais rien, il est bizarre. Euh, mais il sort de la maison, appelle les pompiers. Il faut qu'il bouge de là. Bon, va sur le balcon, appelle quelqu'un par la fenêtre. Appelle quelqu'un par la fenêtre. Il va venir t'aider. Il y a pas de souci. Tout va bien. Tout va bien aller, ok? Ok? T'as appelé papa? T'as appelé papa? Oui, j'ai appelé papa, il arrive. De l'autre côté de mon appartement, il y a un balcon. Un grand balcon qui s'étend de la cuisine jusqu'à ma chambre. Je me dirige vers ce balcon. Et puis, une fois arrivée, je reste tétanisée. Tétanisée de ce corps que je viens de découvrir. Un sentiment rassurant me traverse. Des gens vivants. Des gens qui marchent.
Je suis contente. La vie ne s'est pas arrêtée. Je n'ai rien. Tout va bien. Rosilio! Rosilio! Monsieur Rosilio, c'est le plus ancien propriétaire de l'immeuble. Il fait guise de gardien parfois, et tout le monde le connaît. C'est un vieux monsieur, maigre, avec une tête sympathique, toujours très calme. Il a ce visage très apaisé. Ses cheveux blancs, coiffés d'un béret, typiquement parisien de l'époque, sont d'une pureté impressionnante. Sa voix est toujours très douce, et il n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Il est de ceux qu'on respecte naturellement pour son expérience de vie. Ma mère au téléphone. Ne l'appelle pas Rosilio! Dis au moins Monsieur Rosilio! Voyant la panique dans mes yeux, Monsieur Rosilio monte et sonne à la maison. J'ouvre la porte qui se trouve non loin du balcon, déjà trop loin pour moi. Je prends mon courage à deux mains. Je jette un dernier coup d'œil sur la rue pour me donner de l'aplomb. Bonjour Monsieur Rosilio, merci d'être venu. Il y a un homme allongé sur la terrasse et... J'ouvre ma fenêtre et mes barreaux blancs pour laisser Monsieur Rosilio passer. Je reste naturellement à l'intérieur. C'est le monsieur du 5e étage, j'appelle les pompiers, son bras est bizarre. Oui, c'est bizarre, hein? Monsieur du 5e étage. C'est un voisin. Juin 2013, 14h10 à peu près. Rue de Wattignies, Paris 12e. Allô? Mhm, mhm. Oui, je suis rue de Wattignies, Paris 12e, au premier étage, bâtiment A. Il y a un homme allongé là, inerte, le bras en sang. Mhm, mhm. Non, 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 pas question, je ne le touche pas, monsieur, je ne le toucherai pas. Mais je pense qu'il respire plus, hein. Là, c'est un peu... mhm. Merci, à tout de suite. À peine raccroché, je vois le visage de ce vieil homme, en panique et triste à la fois. Je sais qu'il l'a reconnu. C'est le voisin du 5e étage. Je comprends alors qu'il s'est jeté par la fenêtre. Juin 2013, plus ou moins 14h30, rue de Wattignies, Paris 12e. Mon père est enfin arrivé, presque en même temps que les pompiers qui ouvrent la porte à leur tour avec une puissance virile, suivie des médecins. En une seconde, voilà qu'il y a une trentaine de personnes dans mon salon. Ce changement me rappelle que cette situation est très grave, l'uniforme sans doute, et qu'elle était si paisible avant. Maintenant, je me dis que ce sont les vivants qui font de la mort quelque chose de grave. Les morts, eux, sont paisibles. Les pompiers sortent pour examiner le corps. Il est mort. Là, c'est sûr. Je le sais, grâce à la couverture de survie, cette espèce de papier aluminium qu'ils posent sur l'entièreté du corps, comme pour le conserver. À ce moment-là, tout s'est accéléré dans ma tête. Comme quand on appuyait sur les boutons marche avant des cassettes VHS. Les pompiers s'occupent du corps. Je vois mon père me parler, sans l'entendre. À mon avis, ce qu'il me dit, et vu son expression et ses gestes, je comprends qu'il me dit de m'écarter, pour laisser les pompiers faire leur boulot. Il me prend par la main pour m'emmener dans une pièce, pour m'emmener dans la cuisine, je crois. Il ne veut pas que je voie la suite, que je voie quand ils vont sortir le corps. Je sais, mais je veux voir, je veux savoir. En tout cas, je voulais. Aujourd'hui, je sais qu'il a pris une bonne initiative à cette époque. Cette envie de voyeurisme naturel m'aurait sûrement coûté des séances chez le psy. En m'emmenant dans la cuisine, je croise, dans mon couloir, la femme et la fille de Monsieur X. Elles se précipitent sur moi, comme si elles ne voulaient pas voir ce qu'il se passait vraiment. Elles ne voulaient pas voir le corps, la situation. Je suis leur centre d'intérêt. Ça va, jeune fille? Vous allez bien? Oui, 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 ça va, ça va. Je suis vraiment désolée pour tout ça.
Je voulais pas, c'est pas possible. Ne vous en faites pas pour moi, madame. Votre fille est là. Occupez-vous d'elle. Mon père, me voyant en panique et en désarroi face à cette femme si triste, si intensément triste, presque hystérique, m'a tiré vers lui, violemment, et il m'emmène dans la cuisine. C'était le jour de mon bac art plastique. J'avais une épreuve à 16 heures, l'épreuve de peinture, et il fallait que je mange. Juin 2013, 15 heures, rue de Wattignies, Paris 12e. 30 minutes s'écoulent à peu près, le temps que je déjeune dans ma cuisine, entourée de mon père et de quelques policiers. Leur chef s'avance vers moi et, avec un accent à couper au couteau, cliché même, je dirais, prière d'attendre la PJ, s'il vous plaît. Il était le genre de policier qui se situe entre le gros nounours et l'armoire à glace, vous savez, celui qu'il faut pas trop chercher. PJ, c'est police judiciaire. Ah, mais j'ai mon bac art plastique assez... on va me faire un mot. Pas de souci, vous inquiétez pas. Ok. Et pourquoi vous avez besoin de moi? Bah pour le témoignage, mademoiselle, pour l'enquête. D'accord. Je ne peux pas exactement estimer le temps d'attente, mais je peux vous dire que c'était extrêmement long. Et puis, ça a été un peu intéressant quand même. Le policier m'a appris l'alphabet codé, vous savez, le alpha pour A, bravo pour B, Charlie pour C, et ainsi de suite. J'entends les voix des médecins à travers la porte, et des pompiers, dans mon salon, qui discutent de la procédure à suivre ainsi que les pleurs de la famille de Monsieur X. Impatient et exténué, le policier décide de m'emmener au poste. Il en a marre d'attendre la PJ, police judiciaire. Et pour la première fois de ma vie, là, j'entre dans un fourgon de police. En ce jour ensoleillé, en plus, je suis habillée en mini-short, avec des collants. Vous savez, ces collants troués, qui font un peu punk. Et puis, un moment assez drôle. À tous les feux rouges, les gens curieux, dans les autres voitures à côté, me regardent. Ils analysent. Ils m'observent. Mais qu'a-t-elle fait? Comment s'est-elle retrouvée là? Pourquoi elle est si jeune? Juin 2013, 16 heures. Poste de police, Paris 12e. Me voilà dans les bureaux de la PJ. Je ne comprends pas comment on peut travailler dans ces conditions. Il y a 2 postes de travail par pièce, et chacune d'entre elles fait à peu près 20 mètres carrés, tout au plus. Vous savez, ce genre d'ambiance qui renvoie un message de malaise et de tristesse. Comme si j'étais coupable, comme si j'allais passer un sale quart d'heure. Ça me donne envie de partir vite, de prendre mes jambes à mon cou. Il faut que je m'en aille. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je m'assois sur une chaise un peu défraîchie, pas très propre. Et j'imagine ceux qui sont passés par là. Une femme me rejoint, se met à son poste, derrière son ordinateur. Le seul souvenir que j'ai de cet entretien, c'est celui de la gestuelle de cette femme, fatiguée, mollassonne. Elle tape sur son clavier avec seulement 2 doigts. C'est tellement un cliché. Est-ce qu'elle s'en rend compte? Est-ce qu'elle est consciente de notre société? Est-ce qu'elle sait qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux, qu'on a même le tactile? Elle est en retard sur son temps peut-être. C'est pas rassurant. Une fois l'entretien terminé, je sors. Me voilà libre. Je marche. J'ai l'impression de voler. J'ai vécu quelque chose d'important. Mais je me sens pas traumatisée,
Je me sens pas triste. J'ai juste vécu une expérience. Rare, mais pas inédite. L'air est frais. En juin, c'est rare à Paris. Mais là, il est bon. Ça fait du bien. Je me dirige vers mes amis. Oui, je les ai appelés. Je leur ai dit que j'avais quelque chose à leur raconter. On va à notre endroit favori, le parking extérieur de la sécurité sociale. J'adore cet endroit. S'y asseoir par terre. On peut crier, on peut rire, sans que personne nous embête. Les petits vieux du quartier sont habitués. Ils nous laissent tranquilles. Ce lieu, il est à nous. Ce lieu, c'est une bulle dans laquelle je me sens bien. Il est hors du temps, hors de la société, hors des diktats. Tout va bien. Mes amis, moi, et c'est tout.